Lorsqu'on visite le Puy-en-Velay et ses alentours dans la Haute-Loire, on ne peut pas louper le château de Bouzolles. Surplombant la vallée, dans le village d'Arsac-en-Velay, il est à plus de 800 mètres d'altitude et encore fière allure malgré son âge avancé. Près de 10 siècles d'existence depuis les premières pierres de ce qu'on pouvait qualifier à l'époque de château fort. Ses murs et tours s'érigent encore fièrement autour d'une histoire que je vous propose d'explorer aujourd'hui en compagnie de Jean-Louis Beaudebrive, propriétaire des lieux. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, ce château, de quand date-t-il exactement? Est-ce qu'on connaît ses origines exactes? On a en fait une date qu'on connaît, c'est 1046. 1046, c'est la présence du premier seigneur de Bouzolles, qui est un certain Itier de Mercœur, qui est le neveu de l'évêque du Puy de l'époque. Donc ça nous donne un point de départ, et il y a déjà quelque chose qui est installé, un château, une première tour. Et pourquoi à cet endroit précis? Alors, l'endroit est tout à fait remarquable, en Haute-Loire, sur la haute vallée de la Loire, à 5-6 kilomètres du Puy-en-Velay, qui est la capitale historique de cette petite province qu'est le Velay. Et cet endroit est plusieurs points de vue stratégiques. On est situé sur un reste de cône volcanique qui surplombe la vallée de la Loire et à 5 kilomètres du Puy. Donc on sent que c'est un lieu, au moment où se met en place la féodalité, les châteaux de la féodalité, qui a une valeur pour la ville du Puy, pour la haute vallée de la Loire. Et donc on comprend très bien pourquoi on est venu s'installer là, dans cette période d'installation des premiers châteaux de la féodalité. Et quelle est la vie de ce château justement durant ses premières décennies, voire même ses premiers siècles? Est-ce qu'il a un rôle particulier dans la région, par exemple? Oui, très vite, ce château est un des châteaux importants du bassin de la région du Puy par ses propriétaires, qui sont des grandes familles aristocratiques nobles de l'époque. Comme je l'ai dit, le premier propriétaire connu, Itier de Mercœur, c'est le neveu de l'évêque du Puy. C'est un château qui est très vite, par ses propriétaires, dans la mouvance de la cité épiscopale du Puy, et donc ça lui donne d'entrée de jeu un rôle important qui est lié au rôle des évêques du Puy, qui sont de grands personnages dans cette période de la féodalité. Ça veut dire aussi, féodalité, que le château est attaché à tout un territoire. Le seigneur est propriétaire de terres autour? Le seigneur, les premiers seigneurs, c'est Mercœur, sont une famille originaire de la région. On connaît leur histoire. Ils sont sans doute originaires de la vallée de l'Allier, qui est l'autre vallée, l'autre rivière qui traverse la Haute-Loire. Il y a la Loire, sur le site duquel est Bouzolles. Et cette famille de Mercœur est très importante. Et ils ont sans doute d'autres possessions. Mais si on s'en tient à la région du Puy, c'est un des châteaux du réseau des évêques. On peut le dire très tôt à cette époque-là. Quels autres grands châteaux on a dans ce réseau des évêques? Alors, on a un autre château qui, lui, justement, est le seul qui ne soit pas vraiment dans le réseau des évêques. C'est le concurrent de l'évêque, c'est la grande famille de Polignac, qui est la grande famille noble du Velay, de la Haute-Loire aujourd'hui, très tôt, et qui va être pendant plusieurs siècles, jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle, des rivaux de l'évêque, jusqu'à ce que l'évêque triomphe, plus tard, au XIVe siècle. Vive Bouzolles alors, puisqu'il fait partie du camp des vainqueurs. Il fait partie du camp des vainqueurs et dans le réseau des châteaux de l'évêque. Et quelque part, comme le dit une petite anecdote, j'ai un petit-fils de 19 ans que je forme à l'histoire de Bouzolles, qui est assez passionné. Et très vite, il a compris que l'ennemi de Bouzolles, c'est Polignac, l'autre château qui est au nord du Puy, alors Bouzolles est au sud du Puy. Cette rivalité dure encore aujourd'hui? Amicalement. Alors, on évoquait les siècles ultérieurs, notamment la période à partir du XIVe siècle. On peut dire que c'est un peu la grande époque de Bouzolles finalement, à partir du XIVe, XVe siècle. Oui, à partir, en fait, je vais vous dire, même de 1399-1400, deux dates importantes. Avant cette période, Bouzolles se transmet, est possédé après les Mercœur, la famille de Saint-Romain, une autre grande famille féodale
de cette région et apparenté également aux personnages les plus importants, à l'évêque toujours. Il y a cette relation privilégiés avec les évêques qui sont devenus les comtes du Velay, hein, parce qu'ils ont réussi à faire baisser la tête aux Polignac, qui ne sont que les vicomtes du Velay. Ça, ceci montre bien comment cette lutte de pouvoir, en fait, s'est terminée par la victoire des évêques. Alors, la grande période, c'est 1399-1400, c'est un tournant. Il y a un siège à Bouzolles qui va durer 9 mois. C'est structurant. Un siège comme on en fait à l'époque, la poudre n'est pas encore connue, mais avec des trébuchets, avec des boulets. Et pendant 9 mois, 1 an, un corps de troupes, personnage célèbre, va assiéger Bouzolles et va non pas le détruire, mais le dégrader fortement. Et pourquoi on assiège Bouzolles? Qui ose assiéger Bouzolles? Alors, celui qui ose, en fait, c'est celui qui travaille pour le roi de France. Il s'appelle Ponce de Langeac. Il vient du sud, il vient de la région de Nîmes et de la vallée du Rhône. Et en fait, il vient assiéger dans Bouzolles, il vient surtout assiéger un grand féodal, un grand personnage, pardon l'expression, mais une sorte d'empêcheur de tourner en rond, qui est un de ces grands féodaux qui contestent en permanence le pouvoir royal, et qui s'appelle Raymond Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, et qui, à un moment donné, s'est replié à Bouzolles, d'où il tourne dans la région, et donc le Ponce de Langeac, sénéchal du duc du Berry, le duc du Berry étant un des oncles du roi Charles VI, qui est le roi de France à l'époque, donc vient l'assiéger pour essayer de lui faire rendre gorge. Et en tout cas, on ne va pas le capturer, mais on va beaucoup dégrader son château, le château de Bouzolles. Ben non, mais nous on veut le visiter ce château aujourd'hui, donc je suis un peu triste qu'il ait été dégradé pour ces raisons-là. C'est l'époque où finalement le roi de France essaye d'asseoir un peu son pouvoir et de reprendre la main sur les différentes zones comme ça, hein, qui lui résistent un petit peu. 1399-1400, c'est une époque où la France est au plus bas. Nous, on est au milieu de la guerre de 100 ans. Et les affrontements que nous avons tous appris dans l'histoire de France, la période de Charles VI, c'est une période sombre. C'est une période qui a succédé à la période plus glorieuse de Charles V, de Duguesclin. Et à l'époque de Charles VI, donc le fils de Charles V, la France est au plus mal. Mais à l'époque, le conflit dans Bouzolles et le théâtre, en fait, est un conflit, c'est une guerre civile. En fait, ce Raymond Roger de Beaufort, vicomte de Turenne, est un grand seigneur qui a des liens très forts avec la papauté. Il est petit-neveu et neveu de papes, de 2 papes importants, qui ont des liens avec la Haute-Loire, Clément VI et l'autre Grégoire XI. Nous sommes dans les années 1370, 80, 90. Et à un moment donné, ce grand seigneur, Raymond Roger de Beaufort, qui a des possessions dans la région d'Avignon, dans la région sur la rive gauche du Rhône, veut repartir guerroyer sur la rive gauche du Rhône, avec l'aide d'un allié, Amaury de Sévrac, qui est un seigneur de la région de l'Aveyron. Et le roi de France ou la famille royale va lui interdire de repasser le Rhône, va le poursuivre. Et donc, avec ce Ponce de Langeac, qui est sénéchal, donc du duc de Berry, le frère du roi Charles V, donc l'oncle de Charles VI, et donc notre grand méchant, si je puis l'appeler comme ça, Raymond Roger, il possède Bouzolles parmi d'autres domaines, et il estime que c'est là qu'il sera le plus à l'abri, et il vient se réfugier à Bouzolles. D'accord. Et il gagne à la fin? Alors, non, le château va être pris. Alors, on ne connaît pas très bien la fin de sa vie. Certains disent qu'il serait noyé dans le Rhône, d'autres disent qu'il serait mort plus tard, une vingtaine d'années plus tard, dans la région d'où ces Beauforts sont originaires, qui est en fait la région du plus à l'ouest du Velay, hein, le Cantal. Mais le château ne se rend pas, ce qui montre qu'il est important, mais il y a une négociation à la fin. Et celui que j'appelle le grand méchant, qui est quand même un grand seigneur et qui a une vie
absolument remarquable, le château va négocier sa reddition à la fin. Mais il a beaucoup souffert de tirs de boulets envoyés par ce qu'on appelle des trébuchets. C'est des catapultes? Alors, la catapulte, il faut faire une petite distinction. La catapulte, c'est un système dans lequel on tend une sorte de ressort et on envoie des boulets. Les Romains connaissent la catapulte. En fait, le trébuchet, c'est un système où avec un levier, on envoie d'énormes boulets, mais qui font un parcours, si vous voulez, circulaire. Hein. Ils partent du trébuchet et ils parcourent demi-cercle pour s'abattre sur les fortifications. Et à Bouzolles, c'est ce qui s'est passé pendant 9 mois, 1 an, et qui a donc quand même beaucoup cogné sur le château. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Jean-Louis Beaudebrive, je me permets d'exploiter cette connaissance historique que vous avez parce que vous en avez beaucoup plus que moi. Moi, je m'y perds un petit peu. J'ai lu des choses sur les tensions entre les Armagnacs et les Bourguignons. J'ai lu des choses sur les guerres de religion à l'époque de la Ligue. Éclairer ma lanterne. Qu'est-ce que c'est que tout ça et quel rôle joue Bouzolles dans toutes ces périodes historiques de l'histoire de France? Alors, la querelle Armagnac-Bourguignon, donc essentiellement dans la dernière partie de la guerre de Cent Ans, donc en gros les années 1400 à 1450, la Ligue beaucoup plus tard, hein, au XVIe siècle, 1570-1580. Donc des conflits qui vont marquer profondément à cette époque le royaume de France, et Bouzolles, dans ce petit coin du Velay, n'y échappe pas. Alors, Armagnac-Bourguignon, donc 2 clans, toujours à l'époque de ce Charles VI, dans les années 1400 à 1450, dernière partie de la guerre de Cent Ans. En gros, 2 factions proches du pouvoir royal, les Armagnacs proches du souverain légitime, roi de France. Les Bourguignons, c'est les traîtres, c'est ceux qu'on livré Jeanne d'Arc, les Bourguignons, il faut le savoir, aux Anglais. Hein. Et le Velay, la petite province où est Bouzolles, n'est pas au cœur du conflit, elle est à l'écart, mais le conflit de temps en temps se propage en Velay. Alors les Armagnacs, eh bien, ils vont venir occuper Bouzolles à partir des années 1400-1420, ils vont en prendre possession. Après la fin de la dynastie à Bouzolles, de la dynastie de ce Raymond-Roger de Beaufort-Turenne qui avait été assiégé. Et les Armagnacs vont s'installer à Bouzolles. Ils ont des possessions à l'ouest qui ne sont pas très loin dans le Cantal, donc ils y mettent une garnison. Les Bourguignons, eux, ils viennent, comme son nom l'indique, de la Bourgogne, de l'oncle du roi de France. Ils mènent des incursions à Velay, et donc il y a des conflits entre ces deux grandes familles nobles proches du pouvoir royal. Mais ce qui est important pour Bouzolles, c'est que les Armagnacs, pendant des années 1420 à 1500, vont être les maîtres de Bouzolles. Ils vont y mettre une garnison, sans titre d'ailleurs. Et c'est peut-être l'occasion, si vous me posez la question, d'évoquer un personnage important, qui est un personnage qui s'appelle Jean Lemingue dit Boucicaut, maréchal de France. Non, je vous pose la question, qui est ce personnage important? Alors, ce personnage important, qui me fascine, peut-être c'est l'ancien militaire que je suis, je n'ai pas terminé maréchal de France, mais lui, à une époque où le maréchal de France est un des 2 grands dignitaires de l'armée. Alors, ce Jean Lemingue dit Bourguignon, c'est un noble de la région d'ici, je crois, de la Touraine, de Tours où nous sommes, et en fait, il a une carrière d'aventurier extraordinaire à cette époque-là. On l'a vu un peu partout dans le monde. On l'a vu très tôt aller se battre en Prusse avec les chevaliers teutoniques contre les Slaves. On le verra fait chevalier à 16 ans dans le nord de la France dans des combats contre les Belges et les Anglais. Mais surtout, ce qui est intéressant et le lien avec Bouzolles, c'est qu'il va épouser Antoinette, la belle Antoinette de Beaufort, qui est la fille du grand méchant Raymond-Roger de Beaufort, celui qui a été assiégé. Voilà. Tout se reconnecte. Tout se reconnecte. Et Jean Lemingue dit Boucicaut, donc s'il n'est pas derrière le siège
de Bouzol, il n'en est pas loin, parce que c'est le beau-père du Raymond Roger de Beaufort. Le mariage s'est fait au Beau-de-Provence vers 1393, sous l'influence du roi de France, de ses oncles, le duc de Berry notamment. Et évidemment, les choses sont très vite gâtées entre le beau-père et le gendre. Donc il y a le siège de 1400. Le gendre n'est pas là parce que il poursuit sa superbe carrière, puisqu'à un moment donné, il est appelé, et c'est dans le cadre un peu de ce qu'on appelle la première poussée des Français vers l'Italie, il devient gouverneur de la ville de Gênes en Italie, où il le sera pendant 10 ans. Et ce Jean Lemingue, donc maréchal de France, gouverneur de Gênes de 1400 à 1410, à un moment donné doit rentrer en France. Les Français sont chassés de Gênes par les Milanais et il vient de nouveau se mettre au service du roi de France, car sa carrière est faite d'expéditions lointaines et d'une très grande fidélité à la couronne de France. Et là, le roi, qui est à Paris, le nomme gouverneur du Languedoc. Et il part pour Toulouse, pour Montpellier. Et je vais terminer là-dessus sur cet épisode, parce que pour moi, c'est un épisode très important pour l'histoire de Bouzol. Il est nommé gouverneur du Languedoc à son retour de Gênes en 1412 ou 13. Il va s'installer et à un moment donné, l'histoire nous dit qu'il vient en Velay mettre les châteaux du Velay en état de défense contre les Armagnacs, qui à l'époque se sont un peu rebellés contre l'autorité royale. Et là, je suis un peu persuadé qu'il vient à Bouzol et qu'il est à l'origine, et je vais terminer sur cette partie qui ouvre sur plein d'autres questions, l'origine de la reconstruction ou de la restauration de Bouzol après le siège de 1400 dans lequel son beau-père a été assiégé. Vous voyez, c'est une histoire de famille là quand même. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Effectivement, vous le disiez, il y a eu ce siège avec les trébuchets qui ont envoyé des gros boulets détruire une partie du château. Il y a donc reconstruction déjà à cette époque reculée finalement. Effectivement, il y a eu le siège, dégradation, on ne sait pas jusqu'où sont allées les dégradations, mais on connaît les boulets, ils sont encore là. On a encore des énormes boulets faits de lave volcanique, de brèches volcaniques, qui sont restés. C'est quoi la taille d'un boulet ? C'est énorme. Ça pose d'ailleurs des problèmes aujourd'hui de se demander comment ils ont pu construire ces trébuchets pour envoyer des boulets de 150, parfois 200 kilos. Et vous en avez un peu partout dans la propriété. Vous en avez encore qui sont... On en découvre encore il y a quelques années, j'en ai découvert en étant obligé de creuser pour restaurer un mur dans la partie extérieure du château. Donc ces boulets, le trébuchet vont beaucoup abîmer et eh bien, il va falloir reconstruire. Alors, tout n'a pas été détruit, mais il va falloir reconstruire les fortifications qui ont été détruites. Il va falloir donc faire un gros travail. Et là, c'est un travail d'ailleurs à l'aide d'une étude en ce moment, une étude assez complète, qui s'appelle une étude à la fois patrimoniale et un diagnostic, que nous essayons de comprendre avec les meilleurs, avec un castellologue que j'aime citer, qui est devenu un ami, Nicolas Fauchère, qui est un des grands spécialistes français de la castellologie. Alors, castellologie, c'est l'arbre de castel, château, castle en anglais. Le château, ça vient du latin, tout simplement. La science des châteaux, des fortifications. Et donc, tout laisse à penser qu'après ce siège, il va y avoir plusieurs campagnes de restauration du château, de ce qui a été détruit. Donc, quelque part entre 1413, quand Boucicaut vient à Bouzol mettre les châteaux en état de défense, donc forcément, il vient à Bouzol, qui est le château de son beau-père, même si avec le beau-père, les relations, vous l'avez compris, ne sont pas au beau fixe. Et donc, à partir de là, il va y avoir plusieurs campagnes tout au long du XVe siècle à Bouzol, où on va refaire des fortifications, on va recréer des postes de tir, on va vraiment... et ça, c'est entre 1413 et 1450. Un
petit coup de projecteur de nouveau sur mon personnage favori, Jean Leminck dit Boucicaut. Les affaires, malheureusement pour lui, ne vont pas se poursuivre aussi bien que dans les débuts de sa carrière, qui a toujours été brillante. Il est un des 2 commandants de l'armée française dans une bataille de sinistre mémoire pour les Français qui s'appelle la bataille d'Azincourt en 1415, où toute la chevalerie française va se faire tailler en pièces par l'armée du roi d'Angleterre Henri V et par les archers gallois. Est-ce que lui-même y passe? Alors lui-même n'y passe pas. Ah. Il est un des 2 commandants de l'armée française. Et il va le dire. Et c'est l'ancien officier qui parle ici. À mon avis, il est le plus intelligent par rapport à toute cette chevalerie française qui ne pense qu'à l'assaut contre les Anglais et qui n'a pas compris qu'ils allaient se faire tailler en pièces par les archers gallois à Azincourt, alors que lui pense qu'il vaut mieux harceler le roi d'Angleterre Henri V, qui a fait une incursion en France, puis qui est en train de se replier pour repartir, traverser la Manche et regagner son pays. Alors, lui, donc, sera à la bataille, il se battra. Mais il sera fait prisonnier, il ne sera pas exécuté, parce qu'il vaut trop cher. C'est un personnage important, et Henri V l'emmène en Angleterre, où il terminera ses jours sans pouvoir être racheté, parce qu'évidemment, on demande une énorme rançon, dans laquelle même on sollicite le pape de l'époque, Martin V, de contribuer à la rançon. Donc, Boucicaut, Jean Leminck, pour moi, c'est vraiment l'homme. Quand on parle de Bouzole, on ne peut pas échapper à parler de ce personnage. Vous avez vu, je suis un peu long là-dessus, mais on comprend, la passion vous anime autour de ce personnage au destin tragique. Bon, en tout cas, non, à la fin, plutôt... Il a une très belle carrière de soldat, de fidèle du roi de France. C'est un mélange d'aventuriers. Alors, cette affaire représente pour moi aussi quelque chose, je dois vous le dire, qui est quelque chose qui me touche beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez que j'ai une épouse britannique et qui est galloise. Et là, vous voyez, Azincourt, c'est un moment, l'archer gallois va tailler en pièces cette chevalerie française qui se jette à l'assaut, comme malheureusement, c'était pas la chevalerie, mais comme on l'a fait un peu en 14, quand nos braves Saint-Cyriens sont montés à l'assaut des lignes allemands et puis ont été décimés très rapidement. Ça, c'est le beau geste français, mais qui se termine malheureusement. Le panache, exactement, vous avez tout compris. Bon, à Azincourt, donc, ça se passe mal. Mais c'est la grande histoire franco-anglaise de 1000 ans et qui se poursuit, et parfois avec des réconciliations comme la vôtre, comme la mienne. Voilà. Est-ce que il y a cette période donc de reconstruction, de remise en état du château? Est-ce que ça va être mise à mal par la période des guerres de religion, les périodes de la Ligue, ou est-ce que le château va passer outre et se sauver finalement durant ces périodes? Alors, effectivement, essayer de comparer ce qui s'est passé au moment de ce siège et de ce qui a suivi, en gros le XVe siècle, avec cette reconstruction à l'époque armagnac. Les Armagnacs sont venus occuper le château. Et ce qui va se passer, en gros, un siècle et demi plus tard, au moment des guerres de religion, c'est intéressant parce qu'il va y avoir beaucoup d'animation, beaucoup d'agitation, de traîtrise au moment des guerres de religion. Simplement, là, il n'y aura pas de siège de la nature de celui qui a eu en 1400. Donc le château ne subira pas les dégradations qu'il a subies et la reconstruction ultérieure. En revanche, il ne va pas échapper au combat entre ligueurs, donc les partisans, vraiment ce qu'on dirait aujourd'hui les ultra-cathos, les ligueurs, c'est qu'on ne veut absolument pas que ce prince protestant, même s'il a dit que Paris valait bien une messe, Henri IV est devenu roi de France, et donc on reste dans la ville du Puy, qui est une des villes ligueuses les plus importantes de France, une des dernières à se rallier à Henri IV, et à Bouzole, les ligueurs ont une garnison dans les environs. Et en face, on se bagarre beaucoup, et c'est important de le dire là, parce qu'il faut un peu dans cette région du Velay, on se bagarre pas tellement entre protestants et catholiques. Il y aura bien quelques incursions protestantes avec un sinistre Blacon,
mais on se bagarre au sein du parti catholique entre les ligueurs, les ultras, Et les et modérés. les politiques, les modérés. Vous avez le mot. Et qui sont les modérés? On les appelle les politiques à l'époque, le terme d'ailleurs je le trouvais bien, qui ont compris qu'il valait mieux être du côté du futur Henri IV, parce que c'était l'avenir, on se positionnait. Et donc, en fait, tous les coups de main, toutes les bagarres qui ont lieu dans le pays de Velay, c'est souvent des politiques, et à la tête, vous allez retrouver des personnages, c'est une grande famille, les Polignac, et leurs affidés sont devenus effectivement ces politiques. Ils essayent d'assiéger la ville du Puy, qui est ligueuse, et à un moment donné, c'est pareil, vous avez un épisode à Bouzols où les ligueurs qui sont installés dans le château, à un moment donné, il y a une révolte au sein de Bouzols et on pense qu'ils sont en train de passer du côté des politiques. Et pas du tout, ça échoue, ça reste ligueur. Voilà, un petit épisode local, mais qui traduit bien ce qui est en train de se passer en Velay dans les années 1570, 1580, 1590. On voit que Bouzols est vraiment au cœur de l'histoire de France et des conflits locaux aussi Oui, il est au cœur avec de... ce type d'événement. En tout cas, il est traversé par Il est les grands traversé moments de par des l'histoire de choses France. et des grands personnages y passent ou ils laissent leur empreinte. Mhm. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Alors, un autre grand moment qui souvent laisse une empreinte plutôt négative sur l'histoire des châteaux et des monuments en tout genre, c'est la Révolution française. Comment Bouzols a traversé la Révolution française? Alors, avant de répondre précisément à votre question, juste un petit préliminaire pour vous dire ce qui est advenu de Bouzols après ces périodes de troubles. Bien, Bouzols, au début du XVIIe siècle, c'est l'époque, les années après le décès de Henri IV, l'avènement de Louis XIII, puis plus tard de Louis XIV, dans une période de calme, comme la France. C'est là que se construit vraiment la nation, l'État français. Et Bouzols rentre dans une famille qui est également une famille qui, à l'époque, n'est pas très connue. En 1620, c'est une famille qui s'appelle Montagu. Et cette famille de Montagu, qui est originaire du sud de la Haute-Loire, va très vite grandir socialement dans la société française et en même temps garder son titre. Toutes les descendants de cette famille vont porter, le fils aîné, le titre de marquis de Bouzols. Et cette famille Montagu va grandir socialement et va devenir une famille de cour et une famille de puissants. Il y aura des hommes de guerre Montagu sous Louis XIV, sous Louis XV, sous Louis XVI. Et à la Révolution, le dernier propriétaire de Montagu, au moment où la Révolution va éclater, est lui-même, par sa famille, apparenté au plus grand, puisqu'il a épousé une Noailles. Alors la famille de Noailles, c'est une grande famille aristocratique française qui a ses racines en Corrèze, dans le centre de la France. Et au moment de la Révolution, ce marquis de Bouzols, en fait, après, et je le précise tout de suite, par les Noailles, il est le beau-frère d'un personnage que personne ne peut ignorer, qui s'appelle le marquis de Lafayette. Pourquoi il est le beau-frère marquis de Lafayette, qui lui-même a ses racines en Haute-Loire, au château de Chavagnac-Lafayette, au nord du Puy, à 40 km de Bouzols. Ils ont épousé deux sœurs Noailles. Le marquis de Lafayette a épousé Adrienne de Noailles et le marquis de Bouzols a épousé Marie-Paul de Noailles. Le marquis de Bouzols n'a pas l'histoire de Lafayette. C'est quand même un libéral comme lui, mais à la Révolution, il va quand même partir en exil. Et là, qu'est-ce qui se passe? Schéma révolutionnaire classique dans beaucoup de châteaux en France. Le propriétaire est un noble émigré, donc on saisit son château. Et on le saisit comme bien national. C'est ce qui se passe à Bouzols. Donc le château est saisi, il y a un inventaire, il est saisi par le gouvernement révolutionnaire du Puy vers 1795. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a saisi le château qui s'est beaucoup dégradé tout au long du XVIIIe siècle. Parce que cette famille de Montagu dont j'ai parlé, son ascension sociale a fait qu'elle est devenue propriétaire de nombreux châteaux, plus d'une quinzaine dans la région d'Auvergne et autour. Et Bouzols, qui reste quand même quelque chose, même si on a essayé de le rendre un peu plus riant
à la Renaissance, Ça reste un d'un château peu fort. austère, sinistre, et c'est pas là où les belles dames de Montagu ont envie de passer leurs vacances et leurs séjours. Hein. On va dans des châteaux d'Auvergne un peu plus au nord, à Plauzat et ailleurs. Et donc, à la Révolution, Bouzolles, et donc pendant tout le XVIIIe siècle, il s'est dégradé un peu à peu, donc pas très agréable. Et à la Révolution, il est saisi comme bien national, et qu'est-ce qu'on fait? On le vend et on le met aux enchères. Oh. Et là, c'est important dans l'histoire de Bouzolles ce qui se passe, parce qu'il va être acheté par 4 habitants du pays. 4 habitants de familles locales qui ont vécu, dont les ancêtres ont vécu à l'ombre du château, dont les ancêtres les plus anciens vivaient sans doute dans des grottes troglodytes autour du château qui entouraient le castrum. Et là, ce sont 4 familles, sans doute parmi les plus aisées, qui disent « Ah ben voilà, on achète. Qu'est-ce qu'on achète? Pas un château, on achète des pierres. Il y a des magnifiques pierres taillées de brèches volcaniques, de basalte. Et avec cela, nous allons pouvoir construire nos maisons. On va pouvoir sortir de l'habitat qui était ancien. Et tout autour du château, vous avez 4-5 maisons. Vous le voyez quand vous venez à Bouzolles, et j'espère que vous viendrez, vous verrez que ces maisons sont construites avec les pierres du château. Donc on a détruit des pans du château. On est allé chercher des endroits où c'est tâtonné, voilà. Et ça, c'est la période 1795-1799. Ça va pas durer très longtemps, mais ça va être suffisant pour venir récupérer ce qu'il fallait comme pierre pour construire les maisons qui entourent la cour d'entrée du château. 99 arrive. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a un monsieur qui vient de Corse et qui commence à prendre du pouvoir, qui n'est pas encore à Prères, mais qui est premier consul. Et ce monsieur qui veut recueillir les bonnes grâces des royalistes, les incite à rentrer pour qu'ils soutiennent son régime. Et là, Madame de Montagu, épouse Noailles, va rentrer la première en 99. Et elle est merveilleuse, cette femme, Marie-Paul Noël. Elle va faire un tour, elle va aller, semble-t-il, en Corrèze, voir les anciennes propriétés de la familiale, et elle va venir en Velay pour jeter un coup d'œil aux propriétés de son mari, le marquis de Montagu, le beau-frère de Lafayette. Elle ne viendra pas à Bouzolles, elle passera au loin, on a des textes, parce qu'elle est écrivaine, hein, elle a écrit un certain nombre de romans, mais à base historique. Et donc, cette marquise de Montagu, née Noailles, va donc récupérer Bouzolles par sa famille. Elle va indemniser les 4 acheteurs. Ah, elle rachète finalement son château. Elle rachète le château de famille. Alors, c'est l'époque des assignats. Bon, là-dessus, les économistes pourraient faire des comptes pour voir si, voilà, l'achat a été, par rapport à l'évolution et à l'inflation, qu'est-ce que ça représentait. Mais l'essentiel, c'est qu'elle rachète le château en 1799. Bon, elle a racheté une ruine. Et très rapidement, elle va le mettre en vente en 1808. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais donc Napoléon Bonaparte la motive à revenir. Elle rachète son château à des gens qui en faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient en récupérant les pierres. Tout ça pour le revendre à peine 10 ans plus tard. Oui, mais alors à ce moment-là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui se passer quand elle va le revendre. Ça va être le moment qui ouvre la porte sur aujourd'hui. En 1808, elle revend. Et qu'est-ce qu'achète? C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Noël Beau de Brive et qui est un notable local et qui va acheter ce tas de pierres. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Ce qui veut dire que votre famille, Jean-Louis, est propriétaire du château depuis le début du 19e siècle. Ma famille devient propriétaire d'une ruine. En 1808. Ma famille, qui est originaire de la région, qui a connu, sans remonter au calendrier grec, à partir du 16e, 17e, avant la Révolution, une ascension sociale progressive. Hein. On est petit bourgeois, puis un jour on va devenir notaire à Coubon. Et donc, on vit dans la région, on connaît Bouzolles, on a vu de loin, c'est le château au sommet de la colline là-haut. Hein. Et donc, en 1808, mon aïeul de l'époque, 5 générations au-dessus de moi,
qui a passé un mauvais moment à la Révolution. D'ailleurs, comme il n'était pas exactement révolutionnaire, mais plutôt de l'autre bord, il a failli passer sous la guillotine, mais il s'en est tiré. Je suis là aujourd'hui, donc c'est plutôt satisfaisant. Et donc, en 1808, il s'est refait une santé sociale. Il est maire adjoint au Puy, Jean-Noël Baudebриve. Il a été anobli. Non, il n'est pas encore anobli en 1808. Il sera anobli à la Restauration en 1816. Et comme les bases familiales sont à Coubon, la paroisse et la commune d'Ancien Régime, hein, qu'on a coupé entre les deux guerres pour faire Arsac et Coubon, eh bien, il achète à Madame de Noailles, épouse Montagu, le château de Bouzols. Il achète, je pense, pour son statut. La suite, ça va être une histoire de famille. Histoire de famille qui amène, je suppose, à de la restauration du monument, puisque vous parliez d'une ruine début 19e. Il a fallu mettre de l'argent, de l'énergie, du travail pour avoir le château qu'on voit aujourd'hui. Il achète une ruine, c'est exact. Et d'ailleurs, il ne va pas faire grand-chose lui-même, ni son fils, qui va conserver cette ruine, j'allais dire pieusement, parce que son fils lui-même, donc qui vit au 19e siècle, va à d'autres possessions sur lesquelles du côté de son épouse, et donc il ne va pas prêter une grande attention à Bouzols. Et donc, le fils de l'acquéreur va, lors du mariage de son fils à lui, qui est mon arrière-grand-père, en 1876, lui faire un beau cadeau de mariage. Hein. Écoute, il se marie avec une famille de la bourgeoisie lyonnaise qui a ses racines en Haute-Loire, qui s'appelle Rose de Nolac, qui est mon arrière-grand-mère. Et donc, il lui dit que le cadeau de mariage, c'est Bouzols. Voilà. Donc, c'est un petit peu un cadeau empoisonné. Parce que... oui, mais en même temps, c'est le cadeau à partir duquel une nouvelle vie va se créer. Et mon arrière-grand-père, qui se marie en 1876, qui s'appelle Albert de Brive, qui était conseiller de préfecture, qui avait fait comme tout on le faisait dans la famille depuis déjà plusieurs générations. Depuis l'époque, on avait été notaire, puis ensuite conseiller à la sénéchaussée présidiale du Puy avant la Révolution. On fait du droit, on est conseiller de préfecture. Mais en 1880, mon arrière-grand-père, qui n'était pas franchement républicain, mais est un peu démis de ses fonctions à la préfecture du Puy, il devient libre, comme disent les écrits familiaux, et du coup, il va se donner une tâche, qui est la restauration de Bouzols, où il va y consacrer toute sa vie. En gros, entre 1880, son décès en 1911 et 1904, à un moment de gloire extraordinaire, quand le Congrès archéologique de France se réunit au Puy et vient visiter Bouzols restauré. Il s'est basé sur des plans, il a reconstruit à l'identique de ce qui existait dans les premières années de Bouzols. C'est tout le débat actuel. Ah. J'ai actuellement, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, une grosse étude, et ça me fait très plaisir, patrimoniale, qui est conduite avec un diagnostic qui examine Bouzols, extrêmement sérieuse, avec architecte du patrimoine, bonne équipe, un cabinet qui s'appelle Croisé d'Archi, installé notamment à Clermont-Ferrand, un castellologue, Nicolas Fauchère. Donc tout le travail qui est fait à l'heure actuelle, c'est vraiment de faire un travail solide de connaissance et de compréhension. En quelques mots, ce que je tire des travaux qui sont en train de s'achever, mon arrière-grand-père, Albert de Brive, qui donc mène cette restauration entre 1880 et 1905, 1910, donc sur une vingtaine d'années, la mène et la conduit comme on restaure au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, dans beaucoup de châteaux en France. Il n'est pas le seul. Alors, en résumant, on s'appuie sur l'existant, on ne bouleverse surtout pas l'existant, mais on ajoute parfois des choses sous l'influence d'un monsieur qui est assez connu, qui a beaucoup ajouté, qui s'appelle monsieur Viollet-le-Duc. Monsieur Viollet-le-Duc, c'est le grand restaurateur, Carcassonne notamment, Pierrefonds. Et en fait, ce que montre l'étude actuelle, mais c'est passionnant, ça m'intéresse, c'est que mon arrière-grand-père, il a sauvé le château, ça, il faut quand même lui donner ça. Mais à un moment donné, il restaure pas comme on restaurait aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, si la restauration n'intervient que dans extrêmement strict et à la limite, on touche le moins possible. Or, il va restaurer,
En consolidant, en allant chercher des exemples dans la ville du Puy, la cathédrale du Puy, qui est le monument le plus intéressant historique de la Haute-Loire. Et donc, on fait des ajouts, on gère, pas toujours comme on le ferait dans les normes d'aujourd'hui de conservation, etc. Mais on reste quand même avec un bel ensemble sur lequel c'est un plaisir de travailler aujourd'hui, de l'analyser, de comprendre et d'évoluer. C'est comme la vie. Quel aspect alors a le château aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on découvre quand on arrive à Bouzolles? Alors le château, il a d'abord, je crois, ça c'est, j'allais dire intemporel, non, il a 1000 ans d'histoire, mais il y a quelque chose qui n'a pas bougé, c'est le cône volcanique qui est au sommet de cette croupe mélange de basalte et de brèche qui domine la Loire. Donc que vous veniez de tous les côtés, vous ne pouvez pas, on le voit. C'est un point de repère dans le paysage assez impressionnant. Il domine, c'est un point de repère de toute cette vallée au-dessus de Coubon. Donc ça reste. La masse du château est impressionnante. Quand on arrive également, on voit. Bien, on a à l'heure actuelle le château qui comprend essentiellement une partie, la plus ancienne, c'est la partie qui est reconstruite après le siège, la forteresse du Haut, avec des murs énormes en basalte, plus de 1,50 m d'épaisseur, et des tours pleines, ce qui fait ses caractéristiques. Et puis ce qu'on appelle le logis, qui, lui, se voit depuis la vallée, côté sud, qui a subi donc des restaurations, puisque pratiquement en dehors d'une pièce, tout était à ciel ouvert dans le château. Donc c'était une énorme carcasse qui a été restaurée, et avec un secret extraordinaire. Alors il faut venir le voir, ce secret, il faut être sur place. Les constructeurs, les bâtisseurs, les Mercœur, ou plutôt la famille de Saint-Romain, qui leur a succédé au XIIe siècle, ont créé quelque chose d'absolument extraordinaire que seul le relief permet. Ils ont créé une sorte de fossé, ce qu'appelle aujourd'hui Nicolas Fauchère le corridor, séparant les deux châteaux, une espèce de corridor secret, ce qui vous donne à la fois un instrument de protection remarquable pour protéger la partie haute du château, c'est-à-dire que quand bien même vous avez réussi à aller jusque sur les cours hautes, vous avez encore ce passage secret entre les deux châteaux que vous découvrez au dernier moment. Et alors vous êtes dans une condition, si vous aventurez à essayer de pénétrer davantage, vous êtes dans une position, la moins qu'on puisse dire, très inconfortable, avec des tirs possibles des deux côtés, du côté de la forteresse et du côté du logis qui a été construit devant la forteresse. Donc ça, c'est ce corridor. C'est vraiment la marque de fabrique, ce qu'on appelle la marque de fabrique de Bouzolles, ce passage secret taillé dans le rocher, taillé dans la lave et la lave, parce que le basalte, ça ne se taille pas comme ça. En tant que touriste, en tant que visiteur, qu'est-ce qu'on peut visiter quand on vient à Bouzolles? Alors la visite de Bouzolles, Bouzolles depuis la restauration par mes arrière-grands-parents, la suite qui a été menée par mon grand-père Régis, que je n'ai pas connu, qui est mort en 1945, puis par mon père, jusqu'à la date où il m'a transmis l'édifice en 2005, 2 ans avant sa mort, ont visité, mais c'était des visites amicales. Beaucoup de gens du pays, beaucoup de familles sont venues à Bouzolles. Bouzolles est un lieu d'accueil familial très important. On garde toujours un merveilleux souvenir d'autrefois. Alors, ce que j'ai fait, c'est maintenant, au moment où je commençais à préparer ma retraite, où j'étais devenu propriétaire de Bouzolles, j'ai décidé de l'ouvrir au public. Et ça, je l'ai fait, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant, à partir des années, je n'ai plus la date exacte, mais 2013-2014, en faisant visiter d'abord les extérieurs, et puis en élargissant les parcours de visite à l'intérieur. Alors j'ai toujours fait visiter la forteresse en haut, c'est spectaculaire, avec ce passage dans ce corridor, ce fossé qui intrigue toujours beaucoup les gens. Et depuis donc 15 ans, j'ai contribué à créer une association familiale dont je ne suis qu'un membre, le soutier, celui qui la fait tourner, un cousin qui est le président, une petite nièce qui est la trésorière ou la secrétaire. Et avec cette association, depuis 12 ans, je fais visiter tous les étés, la grande période, en fin juin à début septembre, et je suis assez aussi fier de cela, en recrutant des jeunes étudiants, Bac+2, Bac+3, que je recrute depuis maintenant, on a dû en former sur 10 ans, faites le compte, 24, 25 garçons et filles qui, par groupe de 2 ou 3, viennent faire visiter Bouzolles chaque été.
Passionnant, on ne manquera pas de venir vous voir Oui. l'été prochain. Vous évoquiez cette étude en cours sur l'histoire du monument. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir dans les années futures pour le château? Alors l'étude, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce qu'elle va accroître la connaissance sur Bouzolles, comme je vous l'ai dit, et connaissance d'experts, de gens qui ont d'immenses connaissances et donc permettre une analyse solide, une analyse critique. Elle va permettre, j'en dis un mot, d'essayer de revenir sur quelque chose sur laquelle j'ai échoué il y a une dizaine d'années. Le château est actuellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1926, qui est un peu la liste complémentaire avant le classement. Il y a 10 ans, j'ai essayé de le faire classer, d'obtenir le statut au-dessus qui permet à la fois une meilleure reconnaissance, de meilleures aides. Malheureusement, il y a 10 ans, bien peut-être l'étude n'était pas suffisante, peut-être que l'administration ne s'est pas suffisamment bougée, l'administration régionale, pour soutenir le dossier lorsqu'il est passé en commission nationale. Et donc, à une voix près, on a échoué au classement. Mais on remet du pain sur la planche, et là, avec cette étude, c'est mon premier obtenir le classement. Et la dernière chose, mais ça ouvre, et là, ça serait trop long peut-être d'en parler, c'est la transmission. À qui je laisse ce trésor? À qui je laisse ce trésor? Ça, c'est fondamental. Et j'ai quelques idées là-dessus. Bon, écoutez, on accueillera peut-être les successeurs Mon petit-fils, dans une prochaine mon petit-fils qui émission. s'appelle Letton. Merci beaucoup Jean-Louis Beaudebrive. Merci beaucoup Jean-Louis Beaudebrive. Si vous voulez visiter Bouzolles, donc le site internet bouzolles.fr, et on retrouve bien évidemment le château dans le livre Châteaux et forteresses d'Auvergne aux éditions Ici en Région. Merci. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.